Donc, je vais ouvrir on va donner le micro aux gens qui sont dans la salle. Si vous avez des questions. Bonsoir. Alors, ma question, en fait, c'est une question unique, mais à deux volets. Un volet académique et un volet, justement, par rapport aux recruteurs ou au monde de l'industrie. Je me posais des questions concernant l'utilisation des résultats de l'étude sur le plan académique et sur le plan recrutement. En d'autres termes, est-ce que, par exemple, il y a eu une réflexion de mener sur comment utiliser les compétences qui ont été identifiées comme étant centrales et transversales, enfin celles qui reviennent le plus, comment est-ce qu'on pourrait les utiliser pour les intégrer dans des programmes doctoraux, par exemple? Comment est-ce que, du point de vue du recrutement, ces compétences-là devraient être mises en place au niveau du descriptif du poste? Quand on voit que, par exemple, le descriptif des postes jusqu'à présent, pour certains, même pour des postes de PhD, donc ils demandent des PhD, mais quand on voit dans le descriptif, par exemple, ils demandent des compétences programmatiques très très spécifiques, où ils demandent, je ne sais pas, pour quelqu'un qui fait de l'apprentissage automatique, on lui demande s'il connaît tel langage et s'il connaît telle librairie dans tel langage, ce qui est un peu absurde au niveau PhD. J'entends bien que ce genre de descriptif, il serait intéressant si c'était pour des bacs ou encore master, mais pour un PhD, on a dépassé ce stade. Donc, comment est-ce que les résultats de cette étude pourraient être répercutés, donc utilisés comme boucle de retour, aussi bien au niveau académique qu'au niveau donc, du recrutement, pour que réellement on voit l'intérêt, enfin l'utilisation de cette... Je vais répondre vite fait au niveau recrutement. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une méconnaissance de la part des recruteurs de toute façon de ce milieu-là. Après, celui qui fait l'affichage, c'est un recruteur. Le recruteur, il ne connaît rien. Il répond à un besoin de son gestionnaire. Donc, il se débrouille. C'est un peu ça. Je m'excuse d'être aussi. J'espère qu'il n'y a pas de recruteur dans la salle. Je suis en train de les massacrer. Mais on est très limité, ce que je veux dire, en termes d'information, quelquefois de la part de nos gestionnaires avec qui on recrute. Donc, ça se peut effectivement qu'on soit maladroit. Tout à fait. Maintenant, je pense que ce rapport-là peut aider, puis ça va être notre travail. Enfin, nous qui sommes dans les RH et dans le recrutement, j'ai des collègues qui sont là, de vulgariser effectivement davantage ça auprès des recruteurs pour qu'on soit effectivement beaucoup plus précis dans nos requêtes. Tout à fait. Du côté académique, pour répondre à madame, ce dont je peux m'engager, ce à quoi je peux m'engager, c'est de faire remonter le rapport aux directeurs et directrices des écoles doctorales de McGill. Et puis peut-être inviter les gens d'ADOC de venir présenter les résultats comme ils ont fait aujourd'hui à l'université. Et puis je ne peux que les engager de contacter la presse universitaire, donc les grands magazines comme Nature Science, etc., via des communiqués de presse, parce qu'on est friand, il y a de grands débats actuellement sur justement le bien-être des étudiants, mais aussi l'employabilité des doctorants, etc. Et donc je pense que l'étude vient un point nommé là-dessus. Une autre question? Oui, j'en ai deux ou trois. J'aimerais qu'on se rappelle que la formation de docteur, ce n'est pas pour le marché de l'emploi. Je ne veux pas lancer ça. Les écoles doctorales, c'est ça la réalité. Et ça, je ne crois pas que les étudiants qui s'embarquent là-dedans le comprennent vraiment. D'accord? Donc, on ne forme pas des gens pour le marché du travail. Et ça, c'est très embêtant, parce que lorsqu'on les reçoit, donc, je ne parle pas de toutes les écoles doctorales, mais de beaucoup de grands instituts, c'est comme, entre guillemets, the chosen one. C'est qu'il y a peu de gens qui ont des doctorats dans la société. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, vous êtes spéciaux. Il y a beaucoup de gens qui se voient spéciaux. Donc, comment est-ce que les recruteurs et comment est-ce que l'industrie reçoit ces gens-là? Parce qu'on a peur du PhD, le nom, mais est-ce qu'on n'a pas aussi peur de la personne? Et lorsque je dis qu'on ne forme pas les gens pour le marché du travail, on ne les forme pas à s'adapter à la société. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils arrivent avec leurs connaissances et ils n'arrivent pas à s'adapter à l'agilité de l'industrie. Et ça, c'est très, très difficile pour le marché du travail et pour le doctorant qui sort avec son super papier, sa super compétence, mais on l'a tellement mis en haut de la tour qu'il n'arrive pas à descendre et s'adapter à l'agilité du monde réel. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est par rapport justement à ces gens qu'on forme. N'oubliez pas que 90% et plus des nouvelles connaissances
que nous avons, elles sont faites par des doctorants. Donc, il y a une espèce de conflit d'intérêt entre le directeur de thèse et l'objectif du doctorant, c'est-à-dire qu'il a besoin de cet étudiant pour faire sa recherche, on a besoin des étudiants pour faire avancer les connaissances, donc on ne veut pas nécessairement qu'il aille dans l'industrie, sauf qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas de poste à l'université. Alors pourquoi est-ce qu'on produit autant de docteurs? C'est une question qui est dans ma tête depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on en produit autant quand on les fait entrer à l'université avec la promesse d'un poste universitaire, mais on sait pertinemment au début qu'il n'y en a pas? C'est une question un petit peu chargée, disons. Mais c'est vrai qu'avant, tu faisais un doctorat puis tu obtenais un poste de professeur. On ne se posait pas vraiment la question, ça allait de soi. Je pense que effectivement, il y a une réalité qui n'est pas facile, mais par ailleurs, c'est pas vrai que tout le monde qui s'embarque dans un doctorat devrait ou a le goût de devenir un professeur, parce que même moi, au long des études, quand j'étais à mon jour 1 de doctorat et à la fin, au bout des 4 ou 5 années, j'étais plus convaincue que c'est ça que moi j'avais le goût de faire. Puis je voulais pas effacer non plus ce que j'avais acquis. Donc c'est sûr qu'il y a une question de réalité, mais aussi un peu une connaissance de ce qu'on veut faire ensuite après, parce que travailler dans un laboratoire, ça répond pas non plus au profil de tout le monde. Je sais pas s'il y en a qui voudraient... Mais juste pour répondre à ça, c'est qu'on ne montre pas aux étudiants qu'il y a énormément d'autres choses à faire. Mais il faudrait. Il faut absolument. Oui. Il y en a des universités qui ont commencé à faire venir des agents de brevet, des avocats, pour parler des carrières alternatives. Mais bon, c'est assez récent. En réalité, on a besoin quand même de la main-d'œuvre pour faire avancer la connaissance. Tout à fait. Mais oui, enfin, je suis d'accord avec ce que vous dites, sauf que je pense que la promesse, en effet, comme quoi chaque nouvel étudiant en doctorat aurait un poste académique à la fin, je pense que cette promesse, depuis que j'ai commencé ma carrière, c'est clair qu'elle n'existait pas. Donc peut-être qu'autrefois, en effet, il y a peut-être 2 générations, ou une génération pleine il y a 25 ans, c'était peut-être le cas, comme tu disais. Mais aujourd'hui, cette promesse, elle n'est plus là. Les universités, comme disait Julie, sont lentes à changer dans leur manière. Bien qu'on soit supposé être à la pointe de l'innovation, la structure de l'université est très conservatrice, en général, mais elle évolue comme un gros paquebot. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la fabrication des connaissances, et de la diffusion des connaissances et de la diversité des carrières. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un message qu'on fait passer à nos étudiants. Donc, et puis, je pense que le fait de considérer le docteur au sommet de la pyramide, je pense que c'est fini, ça, un petit peu, dans la société. Je pense que c'est toujours très valorisé, tant mieux, notamment par les parents, peut-être, et la famille. Mais je pense que cette tour d'ivoire-là, elle est un peu brisée, et tant mieux, parce que, justement, il est temps de reconnaître la formation doctorale comme un développement de compétences et une première expérience professionnelle complète. C'est pas juste une formation académique, c'est une formation à la recherche qui est plus générale. Il faut en prendre en compte, c'est la façon qu'on fait le marketing d'un doctorat, surtout aux personnes qui considèrent faire un doctorat. C'est important de s'assurer que les personnes réalisent que c'est une belle opportunité de faire de la recherche, de voir un peu ce qu'on veut, mais d'être quand même réaliste qu'il y a juste 20% des personnes qui se ramassent dans une job académique à la fin. Oui. Je vais vous demander de vous présenter quand vous posez la question. Ça va nous aider à comprendre aussi de quel milieu vous venez. Bonsoir. Émilie Pécaud, je suis associée de recherche dans un laboratoire à McGill. En fait, donc ça fait 10 ans que je suis associée de recherche. En fait, ma question, c'est je vais voir ça du côté plutôt positif, c'est-à-dire que les doctorants vont être employés de plus en plus dans d'autres entreprises, dans des entreprises, dans d'autres endroits que les universités. Je vais voir ça comme ça. Mais dans ce cas, ma question, c'est on prend la place de qui, en fait? Parce que à qui sont destinés ces emplois qu'on va nous donner maintenant? D'où ça vient? Pourquoi ils ont pas? À qui ils étaient attribués avant? Etc. C'est plus sur cette note-là. Et est-ce qu'après, au fur et à mesure, les employeurs vont définir ça comme les emplois des doctorants et non pas peut-être des masters, je sais pas. En tant qu'employeur, vous dites
on ne prendra pas un doctorant, on aurait pris qui à la place alors? On a quelquefois sur certains postes, effectivement, on a peur que la personne s'ennuie rapidement. Il y a certains postes où, par exemple, on veut avoir une certaine stabilité. Je reviens à mon poste d'analyse de tout à l'heure, on me dit, moi j'aimerais bien que la personne puisse rester 3 ans au moins en poste éventuellement. Je parle des besoins d'entreprise, encore une fois. Donc tout de suite de se dire, si je recrute quelqu'un qui est surqualifié pour le poste, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va s'ennuyer rapidement dans ses fonctions et qui va faire qu'elle ne restera pas? On a un marché en plus aujourd'hui du travail qui est ultra compétitif. C'est un marché d'emploi, c'est un marché d'employés en fait, non employeurs. C'est comme des maisons, c'est la même chose. Donc le marché est très compétitif, donc on essaye d'avoir une adéquation la plus grande possible entre ce que je vais offrir moi en tant que au niveau des opportunités d'emploi et ce que le candidat recherche. Moins mon adéquation sera grande et plus j'ai les risques de la perdre finalement. Et c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. Donc, et encore là, on revient à cette méconnaissance, là, mais c'est là où effectivement on est un petit peu plus frileux. Mais prendre la place de qui prendrait la place de personne. Hein. Effectivement. On a des besoins, donc nous, de toute façon aussi, vous avez un marché du travail qui est hyper favorable en ce moment. Peut-être s'il y avait une meilleure connaissance des emplois lorsque ces étudiants-là sont en HEI ou même avant, il y aurait peut-être plus de personnes qui rentreraient dans ces emplois-là avant de faire un doctorat. Mais il ne faudrait pas dire non plus que les personnes qui sont rentrées dans un doctorat, qui ne savaient pas que ces jobs-là existaient, que finalement, à la fin de leur doctorat, ont vu, wow, ça m'intéresse beaucoup. Il ne faudrait pas dire que ces personnes-là ne pourraient pas avoir accès à ces emplois-là non plus. Je vous donne un exemple, sinon je finis là-dessus, mais bon, encore, je reviens à mon exemple du pharma. Quand je rencontre ou quand je fais des entrevues téléphoniques avec des gens qui ont effectivement un doctorat, puis je leur dis, écoutez, moi j'ai juste un poste d'analyste, oui, mais moi je veux devenir chercheur. Ben oui, mais j'en ai pas de poste de chercheur. Donc c'est moi qui deviens finalement, qui limite en fait l'appel pour dire, je ne pourrais pas te donner ce que tu recherches. Donc ça revient un petit peu à ce que tu dis. Merci. Je vais prendre une dernière question. J'ai entendu des bouteilles qui s'ouvraient derrière. Oui, bonsoir. Mon nom est Oliver Hirsch. Je travaille dans le domaine manufacturier comme spécialiste des contrats gouvernementaux. Donc, en fait, moi, j'ai plutôt 3 questions, je suis désolé. La première, c'est pour tous les panels. Donc là, on a parlé beaucoup des compétences techniques qu'on apprend comme doctorat. Donc, et vous avez identifié les 38 compétences clés dans l'étude. Mais la question que j'ai, parce que souvent les compétences techniques qu'on apprend pendant le doctorat, ils peuvent se traduire dans des compétences plus générales qu'on peut utiliser pour les marchés de travail. Mais juste à ce moment-là où l'étude a défini les compétences, c'était une tâche assez difficile à accomplir pour un doctorant comme moi, de traduire ça d'un sens universitaire, académique, vers l'industrie. Donc, avez-vous comme des suggestions? C'est quoi la meilleure façon de dire, OK, moi j'ai cette compétence technique, mais pour l'industrie, j'ai plutôt besoin de cette compétence-là qu'on fait le lien. Donc, la question 2 et 3, c'est plutôt Sandrine, je pense, la madame DRH, oui. Donc là, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois déjà en un doctorat, peut-être même un post-doctorat, et ça fait peur à quelques recruteurs. Donc là, vous dites que peut-être il faut éliminer le doctorat du CV. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais comparé. Non. Comparé. Mais ça veut dire qu'on a comme certains, disons 5-6 ans d'expérience de travail, mais je ne peux pas comment est-ce que j'explique que j'ai fait ça comme doctorat, postdoc, si je ne peux pas mentionner que j'ai un doctorat ou postdoc? C'est là où il faut le transformer, c'est un petit peu ce qui était dit tout à l'heure. C'est une compétence de travail. C'est pas parce que c'est un postdoc que vous n'avez pas travaillé. Donc c'est une vulgarisation à faire. En fait, c'est qu'est-ce que vous avez développé pendant votre doc ou votre postdoc qui peut s'appliquer à ce que moi j'ai besoin aujourd'hui. On est très pragmatique, nous. Pas du tout. Il faut savoir que le recruteur, il a un problème. Il a un poste à combler. Vous êtes la solution au problème. Venez régler mon problème et montrez-moi comment est-ce que je peux le régler. Vous venez solutionner notre problème.
Donc, encore une fois, c'est de partir, c'est de la vulgarisation beaucoup. Comment est-ce que vous pouvez transformer ce que vous avez appris qui peut, enfin, je m'exprime mal. Comment est-ce que ce que vous avez appris peut se transformer dans ce que moi j'ai besoin? Et comme l'autre partie de cette question s'adresse à vous aussi, parce que là, l'autre madame a déjà demandé comme un peu la peur que le doctorat va séduire dans un certain poste. Mais souvent, la situation catch-22 qu'on a, c'est moi je m'intéresse pour un poste parce que, par exemple, je suis en transition de carrière. Donc, moi je reconnais que peut-être le poste que je veux avoir pour l'instant, c'est pas nécessairement où je veux être en 2, 3, 4 ans, mais pour l'instant, c'est ça ce que je dois faire. Mais en même temps, je n'ai pas vraiment la possibilité d'avoir le poste parce que le recruteur dit bah, il est surqualifié, il va s'élouer dans 2, 3 mois, donc je ne l'engage pas. Mais en même temps, vous avez besoin de quelqu'un pour combler le poste, alors comment est-ce qu'on bridge le gap? Là, ça vient de la communication et de la vente. Si je peux juste ajouter, oui. Dans le fond, des fois le premier poste peut être plus difficile à obtenir, mais une fois qu'on réussit à entrer dans le marché du travail, il y a comme un peu une prise de confiance aussi qui se fait et c'est juste de continuer à faire le bon travail qu'on a réussi à faire durant le projet de doctorat. Puis, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a eu une escalade plus rapide des échelons, mais c'est vrai qu'au premier poste, il y a vraiment beaucoup de préjugés à briser, mais une fois qu'on est entré au marché de l'emploi, ben de toute façon, on continue à se développer, on est en formation continue toute notre vie. Les gens qui arrivent dans l'industrie, même après un bac, même après un cégep, une technique, ils vont acquérir d'autres compétences aussi de toute façon. Là. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Sinon, si je peux me permettre, bypasser le recruteur. Et essayer d'aller voir directement, on a des LinkedIn aujourd'hui qui nous permettent d'avoir accès à tout le monde. Bypasser le recruteur. Si le recruteur n'est pas capable de comprendre, passer par le gestionnaire. Peut-être que lui, il a un doc. Regarde, on a l'exemple ici. C'est très vrai. C'est très vrai. Dans les besoins de certaines équipes très spécialisées, et j'ai rien contre effectivement les ressources humaines qui nous aident dans bien des cas, mais pour des besoins très spécifiques. D'ailleurs, les ressources humaines, les départements de ressources humaines viennent nous dire mais allez-y directement parce que nous, on ne saura pas dialoguer. On ne saura pas identifier les candidats, on ne saura pas comment aller les sélectionner. Donc effectivement, ça nous arrive régulièrement de rencontrer directement des candidats. Puis pour faire une petite anecdote dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'on parle un peu de justement cette dichotomie des fois entre le marché du travail et les candidats qu'on reçoit, c'est vrai que ça arrive parfois, puis prenez-le ou laissez-le là, mais qu'on rencontre des candidats qui ont encore une vision un peu trop scolaire de leur parcours. Et ils nous racontent un peu leur histoire comme s'ils racontaient une suite de cours et une suite d'éléments de recherche. Moi je suis du côté de l'industrie. Et ça, il faut essayer de l'abandonner un petit peu. Il faut essayer de vendre davantage notre expérience professionnelle, comme on l'a tous mentionné, à travers vos X années de doctorat. J'ai rencontré une candidate très récemment j'en ai fait l'anecdote tout à l'heure, qui voulait, et elle était même un peu embêtée, j'arrivais pas à lui cerner très, très spécifiquement le projet sur lequel elle allait être embauchée et quel allait être le projet suivant, une fois qu'elle allait avoir terminé le premier projet. Et malheureusement, l'industrie, c'est pas ça. Là. Le privé, les projets, là, c'est un jour c'est quelque chose, le lendemain c'est autre chose, puis si on le savait. Et donc c'est effectivement cette vision un peu scolaire, des fois, de votre parcours qu'il faut essayer de smoother un petit peu. Il faut trouver le bon pitch de vente, finalement. Je vais laisser 30 secondes à Sean. Je veux dire que votre CV académique ne devrait vraiment pas être utilisé pour n'importe quel autre job. Il faudrait même avoir un différent CV pour différents types de jobs, en finance, en politique, c'est tout différent. Sur mon CV, j'ai mon doctorat en bas à gauche, tout petit, mais j'ai en gros à gauche ma liste de compétences. Et ensuite, je me nomme comme chercheur parce que j'ai fait de l'analyse, j'ai écrit des rapports, j'ai été invité comme expert à présenter à des conférences. C'est d'utiliser un bon langage qui va vraiment être mieux reflété quand la personne va lire très rapidement ton CV. Ils vont te donner peut-être 15-20 secondes s'ils ne sont pas intéressés. Ou s'ils voient le doctorat immédiatement, ils vont peut-être pas prendre le temps de lire le reste du CV. Fait que le truc, c'est pas de l'enlever, c'est juste de le mettre en bas. Merci beaucoup aux panélistes. On a eu des beaux échanges et je pense que ça va pouvoir continuer après.